10 règles pour gagner 10 000 euros par mois en tant que négociateur ou vendeur efficace. J'ai moi-même gagné plus de 100 000 euros cette année en commission en tant que vendeur, en collectant plus du million cash avec un infopreneur dont je tairai le nom. Et depuis 2 ans, j'entraîne son équipe de vendeurs à faire des milliers d'euros par semaine. Ce qui me permet aujourd'hui de formuler 10 règles pour vendre. Et si elles sont ignorées ou brisées, vous perdez des deals. Et là, vous mettez votre chèque de commission dans les toilettes. Ces règles vous aideront à faire plus d'argent, à rendre la vente plus facile pour vous et à rendre la vente plus agréable. Et même à vous aider à comprendre ce que vous devez faire en tant que vendeur. Si vous ne pouvez pas vous asseoir et écouter pendant 15 minutes toute cette connaissance que je vais vous donner gratuitement, alors j'ai peur que vous ne puissiez jamais y arriver. Donc, il y a 10 règles pour vendre et qui déclenchent la longueur et la profondeur de qui vous êtes en tant que vendeur et ce que vous faites lors d'un appel de vente. Et elles sont également inévitables car elles couvrent chacune un aspect différent de comment vendre. Alors ici, les 5 dernières règles de la deuxième moitié de cette vidéo. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez appliquer toutes les pépites que je vais vous enseigner au début de cette vidéo et vous perdrez toujours des ventes si vous n'appliquez les 5 dernières règles de cette vidéo. Pour vendre à un niveau élevé, vous devrez avoir une vue d'ensemble, ce qu'on appelle le big picture. Donc, la première chose que je veux vous enseigner, c'est comment vous allez pouvoir construire une série de règles. Je veux que vous le voyez comme un écosystème. Prenons l'exemple d'un écosystème animal. Vous avez les arbres, les animaux, le climat, la terre, le sol, le type de sol, les nutriments dans le sol. Et chaque élément dans l'écosystème contribue à la réussite de l'écosystème entier. Et dans ces différentes pièces, il y a des règles. Il y a des relations qui sont fondées sur des règles. Par exemple, une forêt est composée d'êtres vivants. L'arbre, les insectes, les animaux, les champignons, les microbes. Et dans leur milieu non vivant, ce qui est le sol, l'air, l'eau, la lumière du soleil, ces éléments interagissent constamment. Par exemple, les arbres produisent de l'oxygène, les insectes pollinisent les fleurs et les décomposent, recyclent la matière organique dans le sol. Dans une chaîne alimentaire, l'animal au-dessus mange l'animal au-dessous et tout suit des règles. Et quand vous créez une série de règles, vous devez d'abord savoir quelles sont toutes les différentes pièces dans l'écosystème. Et ensuite, créer une règle pour chacune de ces pièces pour qu'ils puissent tous travailler ensemble. Et vous avez maintenant un écosystème qui va vous faire réussir inévitablement. La simplicité est la meilleure façon de faire les choses. Nous avons notre écosystème. D'accord? Nous allons avoir toutes les pièces de l'écosystème et nous allons l'appeler un écosystème de vente, dans lequel nous allons avoir une façon de faire les choses pour chacune de ces pièces. Dans ces règles de vente, les 5 premières se passent avant que l'appel de vente ne commence. Tout ce que vous faites avant de vous connecter en vidéo, ouvrir votre micro ou votre caméra, ou ce que vous faites avant que vous ne preniez votre téléphone et composez le numéro du prospect, les 5 premières règles sont ce qui se passe maintenant dans l'interaction. Avant que l'appel ne commence, si vous y pensez, quelles sont les pièces fondamentales qui vont faire partir de notre écosystème de vente? Il y a vous et votre perspective sur la vente en tant qu'industrie. Il y a vos émotions, comment vous vous présentez. Il y a votre environnement de vente, donc où vous vous asseyez et prenez vos appels. Et puis, il y a votre environnement de vie. L'environnement de vie est l'environnement le plus important dans lequel vous êtes en tant qu'individu voulant s'engager dans le secteur de la vente. En ce qui concerne les 5 autres règles qui commencent une fois que l'appel est lancé, nous avons premièrement le cadre, comment nous faisons des ventes, les résultats qui viennent dans notre processus. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en termes de résultats dans un appel de vente? Et enfin, il y a l'acte final de la fermeture. Ce sont les pièces fondamentales une fois que l'appel de vente commence. Et les 5 précédentes, c'est-à-dire avant l'appel de vente, qui sont l'environnement de vente, le lieu de travail, votre environnement de vie, vos perspectives sur la vente, sont ici les pièces fondamentales avant que l'appel de vente ne commence. Enfin, voyons donc ces règles. Avant d'aborder les premières règles, je veux que
vous vous posiez une seule question. Est-ce que je perds des ventes? Pourquoi cette question? C'est simplement parce que si vous brisez une seule de ces règles, surtout si vous brisez plusieurs d'entre elles, vous perdez une quantité importante de ventes, ce qui est de l'argent qui, au lieu de passer de la main des prospects à vos mains, puis à votre compte bancaire, cet argent reste simplement dans la main des prospects. Soit ils n'achètent pas ou ils donnent cet argent à un autre vendeur qui, lui, n'a pas brisé ses règles. En écoutant ces règles, demandez-vous si vous perdez de l'argent en brisant ces règles. Si j'étais à votre place, je prendrais une feuille de papier, un stylo, ou j'irais juste dans mon application Notes sur mon iPhone et je commencerai à prendre note rigoureusement des différentes pièces de cet écosystème. Vous brisez des règles. Ce sont des choses sur lesquelles vous devez commencer à travailler si vous n'êtes plus prêt à perdre des ventes. Règle numéro 1. Soyez la personne que vos prospects souhaitent être. Je le répète encore une fois. Soyez la personne que vos prospects souhaitent être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et pourquoi c'est si important? Qui vous êtes dans la vie va créer votre réalité. On ne va pas aller trop loin dans les étapes de la physique quantique, mais si vous faites un peu de recherche, vous trouverez que les expériences que nous avons dans la vie vont être en fait une réflexion de qui nous sommes. Et donc, si vous voulez une meilleure qualité de prospect, vous devez être un meilleur prospect vous-même quand vous achetez des choses. Si vous voulez des prospects qui sont plus décisifs, vous devez être une personne plus décisive dans votre vie. Si vous voulez que les gens sortent de leur zone de peur et de confort et s'investissent en eux-mêmes, vous devriez faire ça dans votre vie. La première raison pour laquelle vous voulez être la personne que vos prospects souhaitent être, c'est pour que vous puissiez créer une meilleure réalité pour vous-même en tant qu'entrepreneur. Comme on le dit si bien, you only attract who you are. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que quand vous vous tournez vers l'école de la vente, vos prospects peuvent le ressentir. Ils peuvent le ressentir inconsciemment. Ils peuvent aussi le ressentir consciemment. Quel type de personne vous êtes? Ils peuvent le ressentir. Est-ce que vous êtes un leader? Ils peuvent le ressentir. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'accompli qui a sa vie bien organisée? Ils peuvent le ressentir. Ils peuvent ressentir que vous êtes quelqu'un qui vit sa vie en accord avec la demande que vous faites aux prospects. Sur le fait, par exemple, de prendre sa vie en main en posant des actions et de ne pas laisser leur peur gérer leurs décisions. Les gens peuvent ressentir ça. Certaines personnes peuvent ne pas avoir le courage ou l'intelligence émotionnelle pour vous le dire directement, du genre « Hey, vous l'entrepreneur, je ne vous crois pas en vous. Je pense que vous êtes une fraude. Je pense que vous êtes un faux. » Ils ne le diront probablement pas, mais ils ressentent quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez juste ressenti du dégoût en vrai? Et donc, pour rendre votre écosystème d'entrepreneurs plus prospère, plus profitable pour vous, vous devez commencer à être la personne que vos prospects aspirent être. Quand vous vous trouvez en appel de vente et que votre prospect peut voir, entendre, ressentir que vous êtes un leader, que vous êtes décisif, que vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes quelqu'un qui poursuit littéralement les objectifs de vie que vous vous êtes fixés, il vous regarde avec admiration. Il vous regarde et pense: je veux être comme cette personne. Je veux être comme cette personne qui me propose son produit. Donc, ce qu'il vend, c'est un pas de plus vers lui. Je vais prendre ce pas parce que si je me rapproche de quelqu'un ou de quelque chose que je pense être ce que je veux être ou ce que j'espère devenir, je vais avancer dans la bonne direction. Donc, vous vous vendez vous-même d'abord avant de vendre le produit et vice-versa. Ça va dans les deux sens. Si le prospect s'approche de toi en se présentant à un appel de vente et pense cette personne a l'air d'un perdant ou il ou elle est juste ennuyeux ou débile, cette personne ne croit même pas lui-même en ce qu'il dit, il vous regarde et pense: je veux m'éloigner de cette personne, je ne veux pas m'aligner à cette personne. Rappelez-vous, votre réalité va créer la personne que vous êtes. Et les prospects que vous obtenez vont être une réflexion de qui vous êtes. Encore une fois,
You only attract who you are. Donc, si vous voulez de bons prospects, commencez à prendre de bonnes décisions dans votre propre vie. Et lorsque vous serez en appel de vente, vos prospects vont commencer à avoir une première impression de qui vous êtes. Et ils vont le ressentir, que cela soit compréhensible ou inexplicable. Ils vont avoir cet instinct-là, cet instinctif. Ils vont ressentir que vous êtes le type de personne qu'ils souhaitent approcher. C'était donc la première règle. La règle numéro 2, c'est que vous devez aimer la vente. Vous devez quasiment tomber amoureux du processus de la vente au lieu de l'appréhender. Cette règle est énorme. Je vois tellement d'entrepreneurs perdre des commissions parce qu'ils ont peur de vendre. Ils voient la vente comme quelque chose qui est désintéressante ou même inauthentique. Maintenant, cela peut être parce que vous vendez d'une façon inauthentique. Et nous en parlerons en profondeur plus nous avancerons dans cette vidéo. Faire de la vente une profession n'est pas bien ou mal. C'est ce que vous faites avec ça et comment vous pensez à ça et surtout comment vous vous sentez face à la vente qui va déterminer l'expérience que vous allez avoir en tant que vendeur professionnel. Donc, si vous voulez faire plus d'argent, si vous voulez conclure plus de deals de vente, commencez à regarder la vente comme quelque chose que vous appréciez. Maintenant, vous pouvez me demander comment faire ça. Eh bien, si vous faites vraiment une introspection ou de la self-réflexion et que vous vous souciez quand même de ce que serait une vie meilleure pour vous, ou quelle serait la meilleure vie que vous pourriez vivre, laissant de côté les voitures de luxe, les maisons de luxe, les montres de luxe et toutes ces choses superficielles et matérialistiques, probablement ce que vous voulez, c'est d'avoir un impact, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? Après toutes les choses superficielles, vous voulez donner un sens à votre vie. Vous voulez avoir un but et vous voulez que votre vie puisse avoir un sens. Vous voulez savoir que quand vous partez de cette planète, au lieu d'avoir laissé un vide, vous avez laissé une marque. Vous vous éternisez parce que vous avez laissé un héritage qui vous permet de revivre à travers des gens que vous avez aidés. Vendre, à part le fait d'être une profession, une carrière, la vente et le business sont les deux meilleures professions qui vous permettent d'avoir un impact. Et donc, c'est à vous de choisir avec sagesse avec qui vous travaillez, les entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Donc, des business, des entreprises qui ont de l'éthique où vous pouvez apprécier ce que vous vendez parce que vous contribuez à rendre le monde meilleur. D'une autre part, et c'est quelque chose que j'ai appris de mon mentor, c'est que vous vendez comme un athlète qui voit son sport comme un véhicule qui lui permet de devenir la meilleure version de lui-même. Si vous voyez la vente aussi sous cet angle, pour vous, la vente devient un jeu que vous appréciez et même les mauvais jours sont amusants. Les défis deviennent amusants. Le prospect difficile qui vous frustre, tout ce qu'il vous fait penser, c'est « Oh, je vais travailler sur ma frustration pour être moins réactif. » Donc, toutes ces choses deviennent quelque chose que vous appréciez parce qu'ils ont maintenant un meilleur sens, qui est de devenir la meilleure version de vous-même et d'avoir un impact dans le monde. Ne soyez pas comme la plupart des vendeurs qui perdent des ventes parce que vous avez eu la mauvaise tonalité ou parce que vous utilisez un mauvais processus de vente, parce que le prospect peut le ressentir. En réalité, ça te fait perdre des ventes. Tu ne veux donc pas te retrouver dans de telles situations. Ensuite, dans de telles situations, évite d'être négatif avant chaque appel de vente. Arrête de te dire « Ah, encore la vente. Ce travail que j'ai, c'est juste pour payer des factures ou c'est juste parce que j'ai pas le choix ou c'est juste parce que j'ai pas une autre option. » Si c'est comme ça que tu vois la vente, tu t'y mettras avec beaucoup de lourdeur et tu n'iras jamais très loin. Alors, c'est à toi de décider si tu veux faire plus d'argent ou autant d'argent que possible tout en ayant aussi un impact et de plus devenir une meilleure version de toi-même. Donc, tu dois embrasser la profession en te disant que c'est gratifiant d'aider les gens dans le processus. Règle numéro 3. Agir de manière professionnelle en toutes circonstances. Bon Dieu, le nombre de fois que j'ai vu des vendeurs ou des commerciaux perdre des deals, des accords parce qu'ils n'agissent pas professionnellement. Je vais vous donner des exemples. Ils laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils sont sur la réaction, la défensive, ou ils portent des jugements sur le prospect, ou encore ils commencent à être biaisés. Ils essayent de mettre la pression au prospect pour prendre une décision parce qu'ils sont biaisés. Vous l'avez certainement déjà entendu une fois, l'une des postures que doit utiliser un vendeur est la posture de docteur. Un docteur, peu importe ce qu'il traverse dans sa vie personnelle,
il est supposé être professionnel à tous les temps. Et leurs prescriptions ne sont pas basées sur un état d'émotion ou un état de réaction ou de biais ou d'un état de jugement. Un docteur ne dira jamais à son patient « Vous êtes une mauvaise personne parce que vous avez de mauvaises habitudes alimentaires. Et maintenant, vous avez un taux de cholestérol trop élevé, vous risquez de faire une crise cardiaque. Ou vous êtes une mauvaise personne parce que vous fumez des cigarettes. » Un docteur est supposé faire ce qui est bien sans pour autant vous juger dans le processus. Et si vous êtes un patient difficile, ils ne sont pas supposés être émotionnels. Ils ne sont pas supposés être réactifs. J'imagine que si vous examinez vos appels de vente ou vos contrats que vous avez perdus au cours de ces 6, 12, 18 mois, plus de contrats vous ont échappé parce que vous ne vous êtes pas présenté comme un professionnel. Vous étiez en train d'être émotionnel, d'être réactif et de juger le prospect, d'être biaisé et de vous éloigner du cadre de la conversation. Donc, l'une des règles fondamentales en tant que vendeur est d'agir toutes les fois de manière professionnelle, à tous les temps, sans circonstance. Évitez de vous présenter comme un enfant, évitez de vous présenter comme un dictateur, évitez de vous présenter comme un parent. Vous vous présentez comme un professionnel impartial qui reste calme, équilibré et qui fait juste un diagnostic en fonction des problèmes du prospect afin de leur offrir les prescriptions que vous recommandez pour les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, toujours suivre cette règle. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, agissez de manière professionnelle tout le temps. Alors, règle numéro 4. Si vous avez l'habitude de faire un peu de recherche personnelle ou si vous lisez un peu, vous avez peut-être déjà entendu parler du livre intitulé Indestructible de Neil Ayer. La règle numéro 4, c'est d'être indistrait. Soyez indistrait, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, je suis sûre que vous savez ce que être indistrait signifie. Vous vous présentez à un appel de vente, au lieu d'être présent à 100% avec le prospect, vous commencez à penser à quelque chose d'autre. Vous pensez à Instagram, vous pensez à Facebook, ou vous pensez à votre copine, votre copain, à WhatsApp, à vos messages, ou à votre téléphone, ou encore votre calendrier Google, ou quelque chose d'autre qui est dans votre esprit. Vous devez suivre une règle. Quand c'est l'heure de vendre, soyez indistrait. Vous n'avez rien d'autre à quoi vous devez donner votre focus à part le prospect en ce qui concerne votre environnement externe. Mais à l'intérieur de vous, vous pouvez aussi être distrait par un certain nombre de choses. Cela peut être la liste des rendez-vous qui vous attend. Cela peut être la conversation que vous devez avoir avec un prospect. Cela peut être le message Slack dans votre chaîne de communication. Donc, pour toute cette pensée ou ces choses qui ne sont pas encore résolues, mon conseil, c'est d'avoir un bloc-notes. Très simple, un bloc-notes. Vous êtes le bienvenu à l'essai. J'ai testé les deux méthodes. Si mon téléphone est sur ma table, mon esprit est en train de regarder, de penser, de ressentir le téléphone juste à côté de moi. Et je suis tentée d'aller jouer avec ou d'aller parcourir mon téléphone. Si je mets mon bloc-notes dans une autre pièce, je le mets vraiment loin de moi, tous les problèmes non résolus que j'ai notés sur le bloc-notes reviennent dans mon esprit et me rappellent que j'ai toute une tâche de choses à faire, tout un tas de problèmes à résoudre. Mais si je pose mon bloc-notes jusque-là, du côté de la table, avec mon stylo posé là-dessus, je me dis, OK, mes différentes tâches à faire sont juste ici. Donc, je peux garder un œil sur ça. C'est un peu comme un bébé, hein? On le met juste à côté pour garder un œil sur lui. On ne le met pas de l'autre côté de la pièce en se disant qu'on a une idée de ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? Mettez votre liste des tâches à faire juste à côté. Avec un stylo ou un crayon, écrivez sur votre bloc-notes tout ce que vous avez besoin de faire avant de commencer votre journée en tant que vendeur. Si vous pensez à quelque chose entre vos appels, écrivez-le, notez-le dans votre to-do list pour plus tard, d'accord? Parce que quand vous êtes en appel de vente, si vous êtes distrait mentalement ou physiquement, au lieu d'être présent à 100% pour votre prospect, vous ne serez pas dans votre plein potentiel. Vous n'aurez pas le focus qui vous permet de penser à la bonne question
ou de dire la bonne chose ou d'entraîner même le prospect avec efficacité afin d'avoir la clarté pour prendre la meilleure décision et peut-être de le closer. Aussi, votre prospect va le ressentir. Il va sentir que vous l'entendez, mais que vous ne l'entendez pas vraiment. Vous n'avez jamais entendu dire que les lumières sont allumées dans une maison, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Les prospects peuvent le ressentir juste sur un appel audio, de par votre tonalité, mais encore plus sur un appel en visio, où ils peuvent vous voir et constater que vous les regardez, mais que vos yeux sont un peu sur le côté. Vous êtes en appel Zoom, mais votre esprit vous dit « Où est le téléphone ?» D'un autre côté, votre esprit vous dit « Ah, la liste de tâches à faire, je dois faire des choses, j'ai des choses à faire. » Je prétends que j'entends le prospect, mais vraiment mon esprit est dans une autre réalité. Donc, cette règle, elle est très importante. Soyez indiscret, internement et externement. Règle numéro 5. Il s'agit ici de votre vie en tant que vendeur. Mon mentor m'a appris les bonnes pratiques de vendeur depuis le jour 0 au 18e mois où je suis passé de 0 € à gagner plus de 10 000 € par mois de commission dans un temps vraiment court. Je l'ai fait en 18 mois. À gagner plus de 10 000 € par mois. Et j'ai pu atteindre facilement ce résultat parce que j'avais un mentor. Alors, qu'est-ce qu'il m'a appris, mon mentor? Mon mentor m'a appris qu'il n'y a pas de division entre vos ventes, votre profession, ce que vous faites une fois au téléphone et les autres compartiments de votre vie. Il n'est pas facile de compartimenter et de garder les choses séparées en tant que vendeur ou commercial. Et donc, il m'a appris que les choses doivent changer et que ma vie doit aussi commencer à s'améliorer. Je devais donc mettre ma vie en ordre. Et donc, la règle numéro 5, c'est de mettre votre vie en ordre. Si vous avez des problèmes avec vos parents, avec votre famille, vos amis, avec votre collègue, si vous avez des factures impayées, des dettes, si vous avez des problèmes à votre travail, à votre domicile, dans votre esprit ou dans votre relation même avec Dieu, que vous ayez une crise existentielle, que vos hormones ne fonctionnent pas, que vous ayez du mal à faire du sport, que vous n'ayez ni d'objectif ni de routine, toutes ces choses vont avoir un retour positif ou négatif sur votre vie en tant que vendeur. Même si elles n'ont pas un lien direct avec la vente, et vous vous dites certainement « Oh, ça n'a rien à voir avec la vente ». Bien au contraire, ça a tout à voir avec la vente. En tant que vendeur, tout est important. Tout. C'est pourquoi, à l'intérieur de notre communauté, j'organise régulièrement des lives où nous parlons de l'état d'esprit des winners, des gagnants, un équivalent de qui vous êtes en tant que vendeur, tactiquement et énergétiquement. Dans un appel de vente, dans les compréhensions des prospects, il est pondéré de manière égale les choses dans votre vie qui ne sont pas directement liées à la vente et les choses dans votre vie qui sont évidemment liées à la vente. Vous devez commencer à mettre votre vie en ordre et vous saurez, en regardant cette vidéo ou en me regardant, vous saurez qu'il y a quelque chose que j'ai laissé aller dans ma vie. C'est peut-être votre relation avec une personne. C'est peut-être que vous n'êtes pas resté en forme. Peu importe, ne le laissez pas plus longtemps dans votre vie. Ne soyez pas le type de personne qui remet à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Car ce demain devient la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, et souvent, rien ne se passe. Et même si vous finissez par le réaliser au bout de 6 mois, je vous garantis que chaque jour entre maintenant et quand vous passez à l'action, sur la résolution de cette partie de votre vie, vous perdez la capacité de faire le maximum de revenus que vous devriez être en mesure de réaliser parce que toute cette zone de votre vie ont un impact sur vos résultats en tant que vendeur ou un impact direct sur la qualité de vos ventes. C'était la règle numéro 5. Passons maintenant à la deuxième moitié des 10 règles. Ce sont les 5 prochaines règles qui s'appliquent une fois que l'appel de vente a commencé. Alors, la 6e règle ici, qui est la première de la deuxième moitié des 10 règles, juste au moment où l'appel a commencé, c'est la règle du lead. Alors, un lead, c'est une personne ou une entreprise qui montre un intérêt pour votre produit ou service. En d'autres termes, c'est un contact potentiel qui pourrait devenir un client. Alors, quelles règles pourrions-nous avoir pour nos leads? Vous vous dites certainement, on ne peut pas contrôler notre lead. C'est le travail des médias buyers, c'est le travail des marketeurs. C'est vrai, nous ne pouvons pas forcer plus de leads à entrer dans notre pipeline. Nous ne pouvons pas changer la qualité de nos leads.
c'est le travail des médias buyers. Mais ce que nous pouvons changer, c'est comment nous percevons nos leads. Il n'y a pas de bons leads ou de mauvais leads. En tant que vendeur, vous vous adaptez à chaque appel de vente, au problème qu'il veut résoudre. Je suis sûre qu'en tant que vendeur, et même moi-même, je suis passée par là dans mon parcours de vendeur, je m'en prenais souvent au lead au lieu de m'adapter à mon appel de vente. Tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que si vous avez une règle pour vos leads, c'est une règle d'or. Chaque prospect qui s'approche d'un appel de vente a un problème qu'il veut résoudre. Je le répète encore. Tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que si vous avez une règle pour vos leads, c'est une règle d'or. Chaque prospect qui s'approche d'un appel de vente a un problème qu'il veut résoudre. Les spécificités sont l'approche d'un appel de vente. Donc, si vous faites un outbound, vous appelez des leads froids, et que ces leads restent quand même au téléphone avec vous, cela signifie qu'ils ont un problème à résoudre et qu'ils sont parmi un milliard de personnes qui n'attendent juste que votre offre vienne résoudre leurs problèmes. Si quelqu'un réserve un appel stratégique avec vous, c'est qu'il a un problème. Il a un problème qu'il veut résoudre. Donc, les gens n'ont pas le temps à perdre, en fait. En tant qu'humains, nous conservons notre énergie et nous conservons aussi notre temps. Personne ne réservera un appel d'1 heure s'il n'a pas un réel problème à résoudre. Bien sûr, certaines personnes sont plus engagées que d'autres dès le début. Certaines personnes sont plus déterminées, je dirais, dans les conversations. Certaines personnes ont besoin de plus d'aide sur les appels de vente et certains moins. Mais peu importe ce qui se passe, ne soyez pas un vendeur qui se met dans un état d'esprit en disant « les leads ne sont pas bons, la qualité des leads n'est pas bonne, cette personne n'avait pas de problème, c'est un curieux, c'est une perte de temps, cette personne n'était pas qualifiée. » À la fin de l'appel, vous finirez par vous rendre compte qu'ils ne pouvaient pas tout simplement le faire par eux-mêmes. Ils ne pouvaient juste pas aller obtenir le financement par eux-mêmes. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent faire un business plan par eux-mêmes. N'allez pas dans un appel de vente avec le mindset que certains leads sont mauvais et certains leads sont bons. Comme une règle qui va vous aider à faire plus d'argent, c'est une règle d'or de comprendre que chaque vendeur s'adapte à un appel de vente. Chaque vendeur s'adapte à un problème qu'il veut résoudre. Et commence à observer et tu verras que tu commenceras à avoir de meilleurs leads. Les conversations deviennent plus naturelles, elles deviennent plus faciles. Croyez-le ou non, c'est la loi de l'attraction. Il y a un livre intitulé La loi de l'attraction. Et vous comprendrez un peu plus en profondeur. Vous comprendrez très rapidement que notre réalité est une réflexion de nos croyances. Nous projetons notre réalité, en fait, en existence. Suivez toujours cette règle quand il s'agit de vos leads, de croire que chaque vendeur qui s'adapte à un appel de vente a un problème à résoudre. Et vous créez maintenant une conversation plus facile parce que vous abordez la conversation avec le mindset d'aider et de servir, au lieu d'être combatif, réactif, frustré et angoissé. Ensuite, nous avons votre cadre. C'est la règle numéro 7. Que signifie le cadre? Le cadre est tout simplement le point de vue sur lequel nous regardons les choses. Et donc, on peut déterminer que quelque chose est bien, on peut déterminer que quelque chose est mal. On peut déterminer ce qui est important ou pas. Nos significations et nos valeurs et comment nous classons les choses. La hiérarchie dans laquelle nous classons les choses en termes de signification et de valeur, mais aussi de perspective, c'est ce que l'on appelle le cadre. Et donc, quand nous parlons d'un appel de vente, votre cadre va déterminer les actions et les comportements que vous adopterez. Quelles sont les 2 choses les plus communes auxquelles les vendeurs s'intéressent et comment est-ce que cette règle-là pourra vous aider? Nous avons les dictateurs qui essaient à chaque fois d'attaquer le prospect pour le pousser à prendre une décision impulsive. Ils portent des jugements négatifs sur le prospect, du genre, vous êtes faible, vous êtes une personne mauvaise, vous n'êtes pas conscient de l'avenir de vos enfants. Ils essaient juste d'attaquer l'acheteur, d'accord, pour l'emmener à prendre une décision de force. Vous êtes un perdant si vous faites ça. Mais de l'autre côté, j'ai eu plusieurs
Vendeurs aussi qui perdent des ventes parce qu'ils sont trop passifs. Le prospect a peur, il a des doutes sur certaines choses, il réfléchit et finit même par être indécis. Et la plupart des vendeurs perdent aussi des ventes parce qu'ils sont un peu trop passifs. Alors, comment prendre des décisions en évitant les deux extrémités? C'est-à-dire ne pas être trop agressif, mais aussi éviter d'être trop passif. Par contre, trouver une flexibilité vers les deux extrémités quand c'est vraiment nécessaire. Voici comment le faire. Vous créez un cadre en utilisant une règle qui est attachée à l'éthique, c'est-à-dire les bonnes manières de faire et non les mauvaises manières. Parce que les mauvaises pratiques sont rattachées à l'ego. Je veux me battre contre le prospect pour gagner. À la fin, je veux avoir mon deal. Je veux juste battre le prospect pour me sentir bien. Au lieu de me détacher de la vente pour mieux aider le prospect. On est plutôt attaché à la vente, à l'argent et à l'accord. Si vous êtes attaché à tout ça, même si vous êtes trop passif ou trop agressif ou trop direct, vos prospects vont ressentir un goût amer. Soyez très attaché à ce qui est correct, mais soyez très détaché du résultat, c'est-à-dire l'argent. Je le répète encore une fois. Soyez très attaché à ce qui est correct et soyez détaché du résultat. Soyez détaché de ce qui se passe. Ce qui signifie que je suis dans un appel de vente et que je sais que la bonne chose pour cette personne peut-être à qui je suis en train de parler, c'est de passer à l'action. Parce que sinon peut-être ces charges seront toujours là. C'est-à-dire les enfants, la maison, la voiture, les dettes, finiront par l'étouffer s'il ne fait rien pour augmenter ses revenus. Et s'il ne fait rien, cela finira par le mettre dans une position difficile financièrement. Cela va impacter sa famille, son couple, ses enfants. C'est un exemple, hein. Alors, je fais ce qu'il faut pour le pousser à passer à l'action parce que je sais que c'est la bonne chose à faire ici. Donc, je suis attachée à ce qui est correct. Je vais pousser fort sur le prospect, mais parce que je suis dans le cadre du docteur. Je le fais parce que c'est ce qui est correct de faire. Pas parce que j'ai désespérément besoin de la vente ou parce que je veux battre le prospect, mais juste parce que c'est ce qui est correct. Intentionnellement, je vais avoir de la détermination, l'engagement, la certitude et la conviction de pousser le prospect à sortir de sa zone de confort. Ce que vous devez faire si vous voulez aider sa famille, son couple, ses enfants, et vous allez là porter votre veste de closer pour persuader le prospect à faire ce qui est juste pour ses enfants, d'accord? Et là, le sentiment du prospect ne va pas être négatif ou amer. Il pensera même pas que vous voulez juste leur vendre un produit, d'accord? Il va plutôt ressentir que vous lui donnez une solution, que vous lui donnez quelque chose, que vous lui donnez une solution à son problème. Vous voulez qu'il achète en fait ici votre conviction. Vous voulez qu'il achète ici en fait votre certaineté, d'accord? Donc, ayez donc une règle pour votre cadre. C'est vrai qu'on dit dans la vente, ne montrez pas au prospect que vous avez faim, ne montrez pas au prospect que vous souhaitez vendre à tout prix. On nous dit de ne pas être trop attaché à la vente ou au résultat, ce qui est vrai parce que cela va faire fuir le prospect. Mais si vous êtes aussi trop passif, si vous n'êtes attaché à rien du tout, quand dans un appel de vente, la situation devient difficile et qu'il y a un peu de friction et que le prospect a du mal à prendre une bonne décision, vous n'avez aucune force derrière vous. Et en tant que vendeur, vous vous laissez dominer totalement par le prospect. Si vous êtes trop passif, vous n'avez aucune force en vous pour pousser le prospect à faire ce qui est bon pour lui et à prendre une bonne décision ou la bonne décision. Mais cette énergie doit être une énergie saine, pas une énergie malsaine. C'est comme manger. Vous pouvez obtenir votre énergie du sucre, mais du mauvais sucre, du sucre raffiné, d'accord? Ou vous pouvez obtenir votre énergie de la nourriture saine. C'est de l'énergie d'une façon ou d'une autre, mais ça va vous faire ressentir très différemment sur la façon dont votre corps fonctionne ou sur la façon dont votre corps réagit en ce qui concerne le type d'énergie qu'il est en train d'utiliser. Alors, la conversation se déroule sur l'énergie du cadre. Et le cadre doit être très attaché à ce qui est bien pour que vous puissiez persuader le prospect avec conviction tout en étant détaché du résultat, tout en étant détaché de la vente. Règle numéro 8. La règle numéro 8 est votre processus de vente. Nous ne parlons pas du fait que vous devriez maîtriser
la gestion des objections comme entraînement pour votre processus ou que vous devriez même utiliser un script. Et d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par un script de vente, mettez-le juste en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo dédiée aux différents scripts de vente qui ont un impact sur vos prospects. Et je vous donnerai également les avantages de commencer à utiliser les scripts de vente lorsque vous êtes débutant. Eh bien, revenons à notre vidéo. Il s'agit ici de la façon dont je gère mon processus dans un appel de vente. Est-ce que je dois prendre mon script avec moi ou je mets mon script de côté pour avoir une discussion naturelle avec le prospect? Qu'est-ce que je dois faire pendant mon appel de vente? Alors, il y a une chose que vous devez faire pendant les appels de vente. Savez-vous ce que c'est? Je vais vous le dire. Les basiques, les fondamentaux. Vous devez chercher à connaître le problème du prospect. Vous devez connaître l'impact du problème. Vous devez connaître les croyances de la personne, leur modèle et leur état d'esprit pour anticiper la gestion des objections. Vous n'avez pas besoin de formules avancées ou d'une analogie compliquée ou même encore de phrases mémorisées qui emmènent le prospect à dire « Oh mon Dieu, cette personne est vraiment cool, il est bon, il m'a sorti le grand jeu » ou encore n'importe quoi d'avancé. Franchement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin tout de suite, en tout cas, d'une formule avancée. Et ce que la plupart des vendeurs ou closers font, et qui est vraiment une erreur, c'est de remplacer les fondamentaux basiques d'un appel de vente par des techniques avancées. Alors, ces techniques avancées peuvent parfois venir fonctionner ici comme la cerise, en fait, sur le gâteau. Mais elles ne sont plus si efficaces si vous manquez d'avoir une conversation authentique. Vous devriez normalement vous attacher aux fondamentaux. Sur chaque appel de vente, et je sais que ça a l'air si évident, mais en tant que vendeur ou closer, si vous êtes honnête avec vous-même, vous devriez savoir que si vous ne vous attachez pas aux fondamentaux basiques d'un appel de vente, vous manquez des deals. Parce que ici, vous manquez de clarifier le problème. Vous manquez d'avoir une conversation authentique. Vous manquez d'être pleinement présent. Vous manquez de tester différents mots ou phrases que le prospect. Vous manquez certains de ces principes. Et donc, la règle 8 ici consiste à appliquer les fondamentaux basiques. Et si vous remplacez les fondamentaux basiques par les techniques ou tactiques avancées, vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que vous le souhaitez. Vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table. Donc, lorsque j'écoute parfois les appels de vente de vendeurs, même seniors, je me rends compte que les basiques ne leur ont jamais été aussi bien enseignés. Et si vous pensez que vous ne comprenez pas ce que sont que les fondamentaux de l'appel de vente et que par conséquent vous perdez des deals, je vous recommande alors de cliquer sur le lien sous-dessous et de nous rejoindre sur Skool. Règle numéro 9. C'est une règle concernant l'issue de l'appel, le résultat de l'appel. Et vous, en tant que vendeur ou entrepreneur, les résultats que vous obtenez dépendent de la collecte des informations que vous obtenez chez le prospect. Vous leur posez des questions et à travers la conversation, vous obtenez des réponses. Vous devez obtenir des données, d'accord, sur les douleurs latentes et les désirs latents du prospect. Quelles données obtenez-vous? Les vendeurs font l'erreur ou les vendeurs ou closers font l'erreur de rester à la surface et de rassembler beaucoup de données vagues, de données insignifiantes, déchirantes, irrelevées. Ce que vous devriez faire, c'est collecter de l'information qui a du poids, des informations récentes, spécifiques, vraies, tangibles, les vraies douleurs du prospect. Et il faut creuser pour aller les chercher. Le prospect, naturellement, ne s'ouvrira pas à vous. Par exemple, le prospect qui vous dit « Je n'aime pas mon travail ». Vous leur demandez généralement « Depuis combien de temps ça dure ?» Depuis combien de temps vous n'aimez pas votre travail, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans leur travail? Pour celui qui travaille peut-être, je prends un exemple, dans la logistique par exemple, ce qu'il aurait dû dire c'est « Je déteste conduire 8 heures par jour parce qu'à la fin de la journée, mes poignets me font mal. J'ai le dos tendu, c'est épuisant, je vois pas mes enfants régulièrement et je gagne à peine le SMIC. C'est ça de la vraie information. Et donc, quand vous posez des questions aux prospects dans un appel de vente, demandez-vous si vous obtenez des informations vagues qui n'ont pas de sens,
Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez faire une collecte d'informations de 40 minutes et réaliser à la fin que vous n'avez reçu aucune information tangible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Et la raison pour laquelle les gens achètent, c'est parce qu'ils revivent en eux l'expérience, d'accord, en vidant leur sac d'une manière détaillée, très précise, très réelle, très spécifique dans leur esprit. Ils le ressentent. En fait, ils ressentent les émotions pendant qu'ils vivent ces expériences en vous le racontant, en vous le disant, en vous disant par exemple, je ne veux plus vivre ça. Ils le ressentent. C'est des émotions qui remontent en eux. Mais lorsque le prospect reste à la surface, il ne retourne pas à leur situation actuelle. Il est en mesure de rester détaché de la situation et il ne ressent pas la profondeur du malheur, de la haine, de la dépression, de l'anxiété et de la frustration de vivre l'expérience négative qu'il est en train de vivre ou qu'il est sur le point de résoudre. Donc, non seulement vous perdez de l'argent si vous restez en surface au lieu de creuser la douleur du prospect, mais aussi vous avez failli à votre obligation de l'aider. Vous avez cette obligation de l'aider à sortir de son gouffre, de sa douleur, à résoudre son problème. C'est comme le patient qui va voir son médecin et qui est malade. Le médecin ne peut pas le laisser repartir avec sa souffrance. Donc, non seulement vous perdez de l'argent si vous restez en surface au lieu de creuser la douleur du prospect, mais aussi vous avez failli à votre obligation d'aider le prospect à résoudre son problème. Je prends un exemple. Un prospect qui vous dit « Je veux laisser un héritage. Je veux avoir un impact sur le monde, sur ma famille. Je veux créer un business. » Quand vous entendez business, impact, héritage, c'est génial, n'est-ce pas? Vous avez une information. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment vous décrivez un impact? Mais si en creusant, le prospect vous dit, je dis bien, le prospect vous dit, j'ai acquis 100 hectares de terre en Afrique et j'ai un projet d'agriculture pour non seulement apporter de l'emploi aux jeunes, mais aussi régler le problème d'insuffisance alimentaire en Afrique. C'est tangible, n'est-ce pas? Ça, c'est tangible. Dans votre collecte d'informations, éloignez-vous des informations vagues, qui ont très peu de sens ou de poids et aller vers la collecte d'informations tangibles. Et pour finir, la règle numéro 10. C'est la règle de toutes les règles. La clôture. Qu'est-ce que c'est? C'est là où vous aidez le prospect à obtenir ce qu'il désire. C'est là où vous aidez le prospect à résoudre son problème et c'est aussi là que vous êtes payé. Alors, quelle est la règle de la clôture d'un appel de vente? Eh bien, je suis sûre que vous avez déjà closé des gens que vous n'auriez pas dû closer. Je suis aussi sûre que vous avez déjà closé des prospects qui ensuite demandent un remboursement. Et parfois, vous avez bien envie de closer aussi des prospects, mais vous n'arrivez tout simplement pas à trouver un moyen de le faire, de clôturer la vente. Pourquoi donc? Eh bien, vous ne suivez pas les bonnes règles quand il s'agit de la clôture. Alors, quelle est la règle? Je m'en vais vous l'expliquer. La règle est ne vendez qu'à des personnes ayant de fortes chances de réussite. Je le répète encore une fois. Ne vendez qu'à des personnes ayant de fortes chances de réussite. Maintenant, le succès ici, c'est quoi? Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'en soit ce qu'ils essayent de résoudre en s'enregistrant dans votre programme ou en s'inscrivant dans votre cours ou en investissant dans votre produit ou service, qu'est-ce qui détermine le fait qu'ils vont avoir un succès ou du succès? Eh bien, c'est la façon dont ils s'engagent. Si le prospect s'engage avec clarté, si le prospect s'engage avec enthousiasme, si le prospect s'engage avec une vision, s'il est vraiment motivé, si le prospect est très réactif, très engagé, avec la confiance qu'ils peuvent réussir votre programme avec votre soutien, le soutien que vous leur apportez dans ce programme ou service, alors ils ont un fort taux de succès. C'est avec ce type de prospect qu'il faut clôturer une vente. Et s'ils n'en ont pas, s'ils n'ont pas d'engagement, de clarté, s'ils sont pas motivés, c'est parce qu'ils ont des croyances limitantes, des blocages ou même parfois des contraintes logistiques. Pour certains, ils ont beaucoup d'autres choses qui se passent dans leur vie, le quotidien. Beaucoup de choses se passent dans leur vie en ce moment-là. Si vous emmenez ce genre de prospect dans un programme, ils n'iront pas bien loin. C'est un desservice à vous-même parce qu'ils vont probablement demander un remboursement. Le prospect qui
a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie en ce moment, rien n'est aligné, tout un tas de problèmes. Si jamais vous les poussez à rentrer dans un programme, c'est un desservice à vous-même parce qu'ils vont probablement demander un remboursement. Et vous devez en avoir conscience. C'est un desservice également au prospect lui-même parce qu'il va avoir du mal à avancer dans le programme. Ils perdent leur argent, ils perdent leur investissement et c'est aussi un desservice à votre employeur ou à l'infopreneur pour qui vous travaillez. Parce qu'il va vivre un cauchemar avec ce type de prospect. Le prospect pourrait même aller lui laisser un mauvais commentaire sur Google, quitter son programme ou lui demander un remboursement. Vous devez vendre à des prospects qui ont une haute probabilité de succès. Ce qui signifie qu'à travers la conversation de découverte, vous devez aller comprendre à quel point le prospect est prêt à changer de situation et pourquoi maintenant. Quelle est l'urgence? Quel est l'élément déclencheur de son souhait de changer de situation maintenant, là, tout de suite? Vous devez aller comprendre sa situation actuelle et la situation souhaitée. Et ce qui l'empêche d'atteindre sa situation souhaitée par lui-même, c'est-à-dire le gap. Vous allez rencontrer trois types de prospects. Ceux pour qui, peu importe ce que vous faites, psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, ils ne sont tout simplement pas qualifiés pour rejoindre votre programme ou pour investir dans votre produit ou service. Dites-leur simplement, je suis désolé, mais vous ne répondez pas aux critères de qualification de ce programme. Nous n'allons pas pouvoir vous aider. Cela m'est arrivé très souvent. Le deuxième type de prospect, c'est le prospect qui est honnête envers vous, avec vous. Donc, au cours de la conversation, il vous dit carrément, je prends un exemple, je n'aime pas le crédit. Ma religion ne me permet pas d'octroyer un crédit avec intérêt. Pour eux, je suis musulman, c'est haram. Et vous vendez un programme et ce que vous vous proposez, c'est un programme qui aide les prospects à lever des fonds pour démarrer leur business. Les gens qui réussissent dans notre programme, une seule chose à faire, c'est tout à fait simple. Vous dites au prospect, monsieur le prospect, les gens qui réussissent dans notre programme sont ouverts à l'idée de s'octroyer du crédit. Et c'est quelque chose que est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire dans le futur? Si le prospect vous dit non, il n'y a pas de raison de travailler avec ce type de prospect. Il n'y a pas de raison de le manipuler pour le forcer à souscrire au programme. Il finira par demander un remboursement. La dernière catégorie, vous suivez juste votre processus de collecte d'informations normal et ils répondent à toutes vos questions. Ils vous disent « OK, tout est ouvert, le courant est bien passé, vos valeurs, vos croyances sont alignées. » Ils se présentent comme une bonne personne, leur comportement, leur énergie, leur vibe, vous le sentez tout de suite. Vous sentez que c'est des gens qui iront chercher ou qui sont déjà même ouverts à cet esprit d'investir sur eux-mêmes pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et vous vous dites, ce prospect a une haute probabilité de succès. Vous avez ces trois catégories de prospects et n'essayez jamais, jamais, jamais de vendre à un prospect qui est dans les deux premières catégories. Donc, ce sont les 10 règles et la dernière règle s'applique uniquement, c'est-à-dire la règle de la clôture, s'applique uniquement aux gens qui ont une haute probabilité de succès. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un travail sérieux si vous voulez progresser en tant que vendeur ou closer et aller gagner plus de commissions. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, je peux vous aider. Cliquez juste sur le lien en bas de la vidéo et rejoignez-nous. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire par vous-même, vous êtes le bienvenu. Ce sont les 10 règles qui m'ont permis de gagner plus de 10 000 € par mois en commission ces 18 derniers mois. J'ai appris ces règles en investissant dans un mentor. Et je vous conseillerais d'en faire de même. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cliquez sur le lien de la souscription. Partagez la vidéo avec vos proches. Ne le partagez pas avec vos concurrents. Vous ne voulez pas qu'ils aient les mêmes armes et notions que vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.